Salut à tous, épisode 5 ici proposé en air LeBron James sur NBA 2K26 avec les Houston Rockets. Alors on est dans une ère où il y a les Three Amigos comme vous l'avez vu sur la miniature, mais pas seulement. On se retrouve ici avec pas mal de monde, Kevin Durant, Russell Westbrook du côté du Thunder, beaucoup d'adversité de partout. Et une situation contractuelle qui est plutôt claire ici, avec James Harden et Jrue Holiday qui vont rentrer dans leur première année post-contrat rookie dans la saison suivante. Et de manière générale, un roster qui est bâti autour de Jrue Holiday, drafté par les Sixers, mais échangé avec Kyle Lowry en début de partie. Après, on se retrouve avec la pièce fondatrice, dirais-je, du projet, c'est-à-dire James Harden, qu'on a arraché cette fois à grand renfort de premier tour de draft au Thunder en début de partie. Ok, très bien. On n'est pas déçu des performances du barbu. Et puis après, on avait eu l'heureuse surprise de drafter Kawhi Leonard à l'été 2011. Draft 2011 assez riche en très très bons joueurs. Et en cette troisième saison de partie, Kawhi Leonard, il faut l'avouer, est en train de progresser comme un dingue. Il atteint ici des performances, vous allez voir, qui vont aller croissantes. Lamar Odom est le quatrième homme du projet. Lamar Odom, lui, a été obtenu par un trade avec les Lakers. Et puis après, il y a des jeunes qui étaient déjà là, comme Patrick Patterson. On a vu précédemment Ish Smith, ou ici aussi Jordan Hill. J'ai aussi drafté Festus Ezeli. Et puis, on a le géant chinois Yao Ming, qui est un très bon contreur, et qui est plutôt vers la fin de sa carrière, faut quand même pas se le cacher, à 32 ans, avec notamment une perte de qualité athlétique qui est assez manifeste. Tout cela avec un joli calendrier à venir. Vous voyez, enchaînement Thunder, Bulls, Miami, New York. Alors qu'on a bien démarré notre troisième saison. Tout ça nous amène à vouloir un petit peu avancer. Parce que l'effectif, j'ai pas tellement envie de le bouger. Je préfère rester comme nous sommes là. Et aller au bout de cette saison avec l'effectif que je viens de vous décrire dans les grandes lignes, mais aussi les remplaçants comme Shane Battier, comme Andrea Nocioni, comme Jared Jeffries. Et on voit que ça peut avancer comme ça sur du simcast. On va se retrouver simcast ou jouer de temps en temps, ça dépend, avec une belle perf face au Thunder, qui est notre rival principal dans cette saison numéro 3. Là encore, ça fait 3 années d'affilée en fait, que le Thunder est le plus fort de la conférence Ouest. Et il faut quand même admettre que avec notre effectif un peu plus modeste et moins complet que le leur, on arrive très très bien à rivaliser. Le seul bémol, c'est quand on commence à avoir des blessés. Les blessures face à Westbrook et Durant, ça nous rend tout de suite très 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 perméable à leur surperformance, quoi. Et donc voilà, s'il me manque par exemple uniquement Jrue Holiday, comme on l'a vu sur les playoffs qui avaient précédé, les playoffs 2012, où on s'est fait éliminer de manière assez nette en l'absence de Jrue, qu'on voit ici obtenir un joli N1 contre Miami. Voilà, tout de suite on n'est plus la même équipe. Voilà, Yao Ming, c'est presque le seul truc qui lui reste un peu, c'est un peu de rebond et un peu de contre. Sinon pour le reste, même les moves près du cercle, ils sont quand même assez suspects. Et même les lay-ups ou les petites balles vont être assez difficiles à glisser sur le cercle, alors même qu'il est tout seul. Par contre, Lamar Odom dans le corner, ça match toujours.
Donc on voit qu'on passe le test OKC, on passe le test Miami, et puis après, malgré un grand LeBron James et un très bon Chris Bosh, bon, un Wade un peu en retrait, même si finalement ils ont été quand même pas mal défendus, hein. Sur les extérieurs, il n'y a que Bosh qui a un bon pourcentage. Donc voilà, tout se passe formidablement bien tant qu'on est en bonne santé. Et ce ne sont pas les Bulls qui vont nous démentir dans cette impression. Alors les Bulls, c'est toujours très intéressant, hein. Carlos Boozer, Joakim Noah, Lou Holding et surtout Derrick Rose. Donc là, c'est vraiment du super haut niveau. Et ben, on passe là aussi sans trop d'encombre ce genre de test. Même si honnêtement, c'est l'équipe qui m'a donné le plus de fil à retordre, hein, ces Bulls, avec une performance insupportable de Joakim Noah dans la raquette. Il prenait tous les rebonds, il me remettait tous les dunks, il faisait même quelques petits moves qu'on lui a, pour ainsi dire, jamais vu faire. Mais il aura fallu toute la science du mi-distance, notamment de Kawhi, pour passer cet obstacle-là, ainsi que les sanctions extérieures de James Harden notamment. Et puis là, par contre, je vais vous proposer un format un tout petit peu plus long pour montrer ce qui se passe vis-à-vis des New York Knicks. New York Knicks, c'est une équipe qui est admirablement bien construite. Il y a même un échange pendant l'été qui a eu lieu entre la Marcus Aldridge et Kevin Garnett, ce qui fait que le très vieux Kevin Garnett terminera sa carrière du côté des Knicks. Ils ont drafté Valanciunas l'année d'avant, il y a eu également Jay Crowder à l'été là, qui a été pris. Bref, il y a du potentiel avec Kyrie Irving, Jimmy Butler, bon, le vétéran Marcus Camby, également Carmelo Anthony et J.R. Smith. À l'intérieur, on se fait un petit peu écraser par cette équipe. On voit que Valanciunas se régale face à Festus Ezeli, mais en général face à nos intérieurs, hein. C'est pas compliqué pour le géant lituanien. Et puis après, on peut exister, nous, comme ça, sur des sorties des 3 points en sortie d'écran, sur des bons écrans posés ici ou là, et du mi-distance assuré, comme vous le voyez là, par Kawhi Leonard. Ici, hop là, très très joli alley-oop en fist 35 rip fort, où Jimmy Butler sert comme sur une espèce de passe-va en fait, hein. C'est une action somptueuse. C'est à l'intérieur lituanien. Et il faudra vraiment Joe Holiday en fin de match pour sceller le sort de cette partie. J.R. Smith voudra quand même nous montrer que c'est peut-être pas fini, mais ça va se terminer tout ça après quelques tentatives assez jolies des Knicks. Et quand même ils sont pugnaces, parce que là où d'autres équipes auraient capitulé, eux continuent à rentrer des shoots jusqu'au bout, et voilà, ça aura été à suspense, dirons-nous, puisque Kyrie Irving avait même la possibilité de nous emmener en prolongation dans les toutes dernières secondes. Donc une victoire face aux champions en titre, puisque ces New York Knicks s'étaient frayé un chemin dans la conférence Est avant de battre le Thunder en finale la saison précédente, en 2012. Et nous, on a eu comme ça le bonheur, je dirais, d'arriver à aller gagner du côté du Madison Square Garden au terme d'une performance collective plutôt satisfaisante. Voilà. Tout ce que je dirais, belle répartition du scoring. Et il n'y a pas de héros, il y a plusieurs héros. En fait, il y a même une équipe de mecs super performants. Voilà, après, je me suis décidé aussi à avancer. Il faut avancer dans cette saison, je veux pas que ça dure 100 ans, et il faut aussi pouvoir basculer vers les playoffs, et puis ensuite la draft 2013, puis
la saison 2013, 2014, etc. Il faut enchaîner. Il y a quelque chose qui peut nous perturber, c'est cette blessure de Drew Holiday. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, Ish Smith reçoit davantage de responsabilités pour une rotation qui évolue. Une rotation, elle évolue à peu près tout le temps. Hein. Il n'y a jamais de choses figées. Enfin, si ce n'est 4 titulaires sur 5, évidemment. Mais sinon, le reste, on fait jouer un peu tout le monde par moment. Et notamment, je commence à m'intéresser de plus en plus à l'évolution peut-être naturelle de l'équipe qui est allée vers peut-être un small ball relatif en raison de la présence notamment de Patterson peut-être au poste de pivot dans les années à venir, au cas où Jordan Hill plafonnerait et Easily ne progresserait pas comme je le veux, sachant que Yao Ming est quand même peu productif à ce stade de sa carrière. C'est pas le Yao Ming de quand vous commencez en ère Kobe Bryant, où là par contre il éclate tout et c'est un seigneur de la raquette, mais là c'est plutôt le Yao Ming en version pré-retraité. Et donc peut-être que Pat peut être une solution très très avantageuse, étant donné en plus ses capacités à s'écarter du cercle. Donc voilà. Le Jazz est une équipe que je surveille. Elle est potentiellement dangereuse. Vous voyez que Kawhi Leonard s'est régalé face à son compère de la draft 2011, celui qui lui a entre guillemets volé le premier choix. J'ai nommé Isaiah Thomas, qui fait un véritable chantier dans tous les matchs qu'il joue, mais il n'est pas assez bien entouré, ce qui lui complique la tâche au jeune prodige. Et voilà, on continue, on avance, simcast par-ci, simcast par-là, de sorte qu'on se retrouve avec récupération de Drew Holiday. On se retrouve désormais une petite vingtaine de matchs gagnés. Et alors, au moment de faire ça, toujours la réflexion sur qui hérite des minutes de pivot. Donc c'est la tendance que je vous disais juste avant, c'est Patterson qui commence à hériter de minutes. En fait, je fais quasiment un découpage en 4 sur mes minutes de pivot, parce que 12 minutes pour Yao Ming, voire 15, c'est à peu près le maximum de ce que je peux lui proposer si j'ai envie qu'on soit performant. Voilà, je continue. Ici, Memphis, ça mène. On nous propose de temps en temps un petit trade, mais j'ai pas vraiment envie, moi, de me débarrasser de Ish Smith, de Patterson, de tous mes remplaçants, même de Jordan Hill. On verra, peut-être juste avant la trade deadline, si vraiment un mouvement doit se faire, alors je le ferai, mais sinon, pas envie de bouleverser l'effectif comme ça. Donc, début de saison parfait. On voit que les Lakers ont bien démarré. Malheureusement pour eux, petit spoil, ça va pas durer parce que Pau Gasol va se blesser assez gravement. Et puis tout doucement, regardez, on prend le chemin d'une confrontation que j'ai décidé de jouer, manette en main, contre les Warriors. Les Warriors, c'est une équipe qui est intéressante parce que elle se retrouve désormais avec le jeune trio que l'on a connu, Steph, Clay et Draymond. Voilà, après il y a même David West et Michael Pietrus pour les encadrer dans le 5 majeur. Leur bilan de début de saison est relativement étonnant parce que ils étaient assez hauts la saison précédente et ils n'étaient pas aussi forts sur le papier. Donc je pense que c'est une histoire de temps. Hein. Au fil de la saison, ils devraient quand même remonter au classement et améliorer ce bilan. Regardez, rigolo, Paseva ici, David West, hop là, qui retrouve Steph Curry dans la course vers le panier. Après, Yao Ming a fait plutôt un bon début. Lamar Odom et James Harden également. Ce qui fait que voilà, le match est serré, mais on arrive à exister. Ici, le petit fadeaway pour Kawhi. Et attention aussi aux mains actives de Steph. Steph, il est intercepteur et
Enfin voilà, il y a plein de choses de très positives, on s'en doute très bien, hein, pour Steph Curry dans cette première mi-temps. Il nous fait un peu la chanson et il faut vraiment être vigilant, surveiller quasiment chaque possession. Allez, Kawhi ici qui intercepte, hop là. Moi je me dis toujours, quand une équipe en face de moi est brillante et démarre de façon très, très jolie son match, ici regardez, Zaza Pachulia qui est rattrapé par la patrouille. C'était Jordan Hill ici qui l'a contré. Quand une équipe démarre trop bien face à moi, à ce jeu, dans cette ère-là, par exemple, hein, je me dis toujours la chose suivante, reste un peu au contact, et il y a peut-être un moment où ils vont se calmer au niveau de l'adresse, et où tu vas essayer d'arracher des stops défensifs, et bah, ce moment est arrivé, mais il aura fallu quand même attendre la moitié du quatrième quart-temps hein, pour réellement prendre l'avantage, et de plus on aura été vraiment gêné sur les extérieurs où la défense aura été vachement vigilante, notamment via Klay Thompson. Voilà, c'était un match très serré, plutôt un match avec peu de réussite au shoot pour les deux équipes, et faudra que j'aille surveiller les tendances de ces petits Warriors, mais ça shoot peut-être pas assez à 3 points encore du côté de Steph ou de Klay. On peut aller régler les tendances des joueurs si on veut que ça corresponde un petit peu plus à, je dirais, à ce qu'on connaît en fait, hein, de tel ou tel. Donc voilà, je pense quelques petits réglages pour aller les renforcer dans leur tendance de prise de shoot extérieur ne feront pas de mal. Donc une partie en MyNBA, je dirais que ça s'entretient. C'est-à-dire que si vous voulez que votre partie ressemble à quelque chose, il faut d'une part aller surveiller les petites tendances de quelques joueurs, mais aussi donc il faut y aller régulièrement, tous les 1 an à peu près, on va checker les 20 meilleurs pour vérifier qu'on a ce qu'il faut. Comme ça, quand on les affronte, on a vraiment ce pourquoi on est venu. Et puis je pense qu'il faut aussi surveiller que quelques régènes assez exaspérants et potentiellement gâcheurs de parties ne viennent pas trop interférer. Et donc ceux-là, il faut aller les éliminer ou les baisser pour plutôt privilégier les vrais joueurs. En tout cas, voilà, c'est un peu ma manière de voir les choses. Ish Smith va nous manquer pendant 2 à 4 semaines. Et puis troisième volet pour entretenir sa partie, à mon sens, c'est quand on est à l'été, vérifier quand même que certaines équipes ne craquent pas complètement et continuent à avoir un beau projet, plutôt que peut-être se laisser aller et devenir vraiment ventre mou du classement. Voilà, on est sur un très bon bilan intermédiaire, on arrive quasiment à la mi-saison en termes de nombre de matchs disputés. C'est l'heure donc des vrais premiers bilans. Thunder est quand même proche de nous, Clippers légèrement derrière. Après, il y a un trio Grizzlies, Spurs, Jazz. Puis après, ça s'accroche encore un peu là. Kings, Lakers, Warriors, Wolves. Puis après, à partir des New Orleans Hornets, ça lâche. Denver, Phoenix, Portland et Dallas qui ferment la marche. Donc, on voit bien qu'il y a des tendances assez nettes. Moi, je dispose du loterie protégé 2013 de Dallas. Ça veut dire que la protection, on est certain qu'elle va agir. À partir de là, il peut y avoir une réflexion qui est menée sur comment on l'utilise. Est-ce qu'on fait rien et on attend d'avoir le tour de draft, cette fois non protégé pour 2014, en se disant que les Mavs, ça restera encore quelque chose d'intéressant d'avoir leur premier tour. Pourquoi pas? Ou bien on peut agir un peu avant la trade deadline, on va voir ça dans quelques minutes. Parce que à l'approche du 7 février, là, je vais me poser cette question de manière de plus en plus sérieuse. Vous voyez qu'on continue avec nos simcasts. On perd quelques matchs par-ci par-là, mais on en gagne d'autres.
Puis à ce moment-là, je vais quand même oser aller faire quelque chose auquel je pense depuis pas mal de temps. Regardez bien, Nocioni est vraiment sur la fin et il a encore 7,5 millions de salaire sur cette année. Et Vujacic me paraît défensivement quand même un petit peu pénible au bout d'un moment. Voilà, donc 2 joueurs que je suis prêt à inclure dans un trade pour évoluer, pour entretenir, je dirais, notre beau niveau. Et en face de tout ça, je suis allé chercher, j'ai trouvé quelques possibilités, mais j'en ai surtout trouvé une, c'est Trevor Ariza, qui est complètement perdu de côté des Hornets de la New Orleans, et par là même tout à fait ouvert à un trade. Si j'ajoute un petit deuxième tour, permet d'aller chercher Trevor. Et surtout, si je le fais maintenant, ça passe sur le plan salarial. Si je le fais la saison suivante, il va falloir sacrifier une pièce plus importante de mon puzzle. Donc voilà pourquoi j'ai été chercher Ariza ici avant la trade deadline. Parce que je pense que Trevor Ariza à 27 ans, là, il peut encore nous faire du bien pendant un certain nombre d'années. Alors le poste, je suis moyennement en affinité, arrière, bof. Mais ça, à la limite, pour moi, c'est plus un ailier à ce moment-là de sa vie, mais pourquoi pas. Il y a un régène là, assez insupportable. Lui, je vais carrément le couper, parce qu'il est hors de question. On s'embarrasse avec des joueurs à 68 qui ont une allure complètement dégueulasse. Donc je l'ai coupé. Mais bon, ça veut dire que du coup, il va nous manquer un joueur. Et donc, je suis obligé d'aller chercher un agent libre. Et il se trouve que j'avais repéré Royal Ivy, qui était un meneur, un vétéran à ce moment-là. Et petit 72, mais de toute façon, je pense pas qu'on l'ait vraiment recruté pour jouer Royal Ivy. Donc c'est juste pour compléter ici l'effectif. Les joueurs, au niveau du moral, ils sont sensibles à ce qu'il y ait un relatif équilibre des postes dans le roster. Là, par exemple, j'ai 3 pivots, 3 ailiers forts, 3 ailiers, 3 arrières et à peu de choses près, et 3 meneurs. Vous voyez, cet équilibre-là, en fait. Si on n'est pas dans l'équilibre, on peut avoir déjà du mécontentement, déjà que on comprend pas trop d'où vient le mécontentement par moment. Bon, par d'autres moments, on comprend très bien. c'est le temps de jeu, ou c'est les performances de l'équipe. Enfin, voilà. Ça, c'est un aspect qui est un tout petit peu douloureux dans le My NBA là, par exemple 2026, mais c'est la même chose en 2025. Et je crois avoir entendu dire qu'avant que la version PC contienne le My NBA, c'était la même chose aussi dans des My NBA en version PS5. C'est-à-dire que ils ont conservé le principe du moral des joueurs qui était hérité du MyGM d'il y a un certain nombre d'années. Et pour autant, on n'a aucun moyen d'agir sur leur morale. Donc au final, c'est assez compliqué. C'est pour ça que des fois, ça peut donner lieu à des situations assez pénibles. Mais bon, ok, on s'adapte. Il faut tout prendre. Regardez, on arrive à moins d'une semaine de cette trade deadline. Et je repère une équipe que je surveille elle aussi, parce qu'elle est très intéressante. Tiens, retour de Ish Smith. Mais une équipe très intéressante, c'est les Grizzlies. Donc, tiens, on va pouvoir se tester pour de vrai. Parce qu'avec le retour de Ish Smith, on a maintenant notre rotation qui est au complet. Vous voyez, je crée un petit équilibre à 18 minutes entre un certain nombre des joueurs secondaires, mais essentiels. On réduit un tout petit peu, on continue dans cette optique à réduire les minutes de la Marodome pour qu'il soit encore plus performant au cours des 27 minutes où on le met sur le parquet. Et puis donc on va s'intéresser à cette petite équipe de Memphis là, qui est fort sympathique. Regardez Mike Conley,
Rudy Gay, Zach Randolph, Marc Gasol, et il y a même dans le 5 Oji Mayo, qui est loin d'être mauvais, on va l'apercevoir dans quelques secondes. Donc Memphis, c'est très intéressant. En fait, je considère que cette équipe, c'est sur une série de 7 matchs en play-off qui vont arriver dans les semaines à venir. C'est peut-être l'équipe en fait qui peut le plus nous embêter. Je trouve ça assez évident parce que à l'intérieur, ils ont deux véritables monstres. Là ici vous apercevez Randolph qui est assez inarrêtable aussi dans son registre. Ils ont une belle dissuasion dans la raquette par ces deux bons hommes là. Ils ont même Tolliver qui sort du banc. Et puis à l'extérieur, ils sont comme ça capables de fulgurance. Regardez Yao qui échoue juste avec l'aura défensive de Gasol ou Randolph. Et puis alors les pick and roll, ça se déroule à merveille. Ils sont encore relativement athlétiques et ils nous prennent de vitesse, peut-être sur le secteur qui est faible pour nous. Ici, dommage, légère blessure de Zach Randolph, mais ils nous prennent de vitesse sur ce qui est notre faiblesse, c'est le poste de pivot. Donc j'essaye de compenser, mais c'est pas forcément facile. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec 10 points de retard en milieu de troisième quart et presque 10 points encore même à la fin du troisième quart-temps. Donc peu évident. Heureusement, on va enchaîner des séquences de pick and roll. Jordan Hill, ici, N1 qui rentre le lancer. Et à 3 minutes de la fin, Kawhi Leonard pour aller peut-être tenter un rapproché. Regardez ici, Rudy Gay, défendu par Leonard. Gasol qui est dissuadé. Contre-attaque ou plutôt disons jeu de transition possible. Balle à Kawhi. Écran de la Marodome qui va, regardez ici, en finisseur physique. Il a cet insigne extrêmement précieux, la Marodome. Venir terminer comme ça près du cercle. Possession suivante, le tir extérieur est légèrement dévissé. Là encore, on a un petit ballon pour peut-être passer devant si on construit quelque chose. La Marodome qui pose son écran et qui va là encore conclure pour nous faire passer en tête. Voilà, ouf, c'est un miracle. Je pensais vraiment perdre et en fait peut-être qu'on a une chance de ne pas perdre. Le pick and roll Odom Leonard est quand même fort. Holiday qui intercepte. Ici Kawhi qui calme avant de servir Jordan Hill pour les 2 points, cette fois en transition, assez facilement obtenus. Derrière, Pat qui va les sanctionner proche du cercle. Vous voyez ici, tout d'un coup, on est passé sur quelques actions, on est passé en tête. Zach Randolph qui fait un mauvais choix, très honnêtement. Et derrière, on bascule directement dans le fall game, puisque ils nous auront mené tout le match. C'était super compliqué, je voyais la défaite arriver, mais quasi certaine, parce que honnêtement, ce qu'ils faisaient était très très beau du côté des Grizzlies. Et à un moment donné, il y a ce petit effondrement, je dirais, de leur part, où ensuite on enchaîne les stops défensifs. Arrive nous par contre à trouver du jeu rapide. Après, c'est un principe de vase communicant. Si vous enchaînez les stops défensifs sur les ballons récupérés en défense, il peut y avoir des possibilités de contre-attaque et donc de jeu rapide avec panier facile à la clé. Donc ça c'est le basket, mais ça assez dingue, ce renversement de tendance relativement soudain. Voilà, donc pas la première fois que ça arrive non plus. J'ai remarqué que contre une équipe comme Miami, ça peut aussi se passer ça. Mais par contre, contre d'autres équipes comme par exemple OKC, c'est pas comme ça que les choses se passent. Donc voilà, ça dépend vraiment de l'adversaire. Regardez ici, je vais être obligé de faire quelque chose, j'y pense depuis des semaines, enfin les semaines de jeu bien sûr. C'est trouver
une utilisation intelligente pour ce loterie protégé des Mavs. Les choix de draft, c'est une histoire de pari en fait. Quand on possède ou quand on va chercher à échanger le premier tour d'une équipe ou d'une autre, c'est en fait correspondant à un pari qu'on fait sur leur comportement à venir. Les Mavs, j'ai déjà leur tour 2015. Le 2014, puisque le 2013 ici est protégé en loterie, donc voilà. 2014 m'intéresse assez peu car je n'ai alors pas de choix 2013. Et c'est pas un miracle à mon sens. Je trouve un partenaire, les Celtics, qui eux souhaitent retarder leur reconstruction apparemment et me donner leur 2013 en sec, non protégé. Par contre, ça veut dire qu'ils repoussent le début de leur reconstruction à 2014, année dont je possède déjà leur pic par ailleurs. Ok, donc en fait, vous avez bien compris, je fais le pari d'une retraite de certains éléments clés, Allen, Pierce, et d'un effondrement de leur bilan, qui n'est déjà pas exceptionnel à ce stade, mais voilà. Je fais donc le pari Celtics à fond. Et je me dis que les Mavs, on sera toujours temps de voir où ils en sont en 2015 et qu'est-ce que donne ce premier choix qu'on avait obtenu déjà par le passé. Voilà, donc petit pari, je mise sur les Celtics pour être les plus mauvais possibles. Et puis la saison continue. Alors ça veut dire qu'on a plus besoin de s'arrêter maintenant. Tout ce qui pouvait être prolongé comme contrat l'a été. Le petit trade d'Ariza et ici le petit ajustement de choix de draft que je viens de vous montrer. On peut donc joyeusement envoyer vers la fin de saison régulière. Et puis aussi évoquer peut-être le All-Star Game qui arrive, parce qu'on va avoir une... voilà, donc Ariza, je prolonge. Évoquer le All-Star Game pour dire quoi ? Pour dire que James Harden est en tête des votes de l'Ouest. Et ça m'a fait bien plaisir. Donc ça veut dire qu'il va être starter. James Harden va démarrer le All-Star Game en tant que titulaire. C'est une forme de reconnaissance. Et voilà, donc ça ce sera la semaine suivante. Au préalable, on va passer la trade deadline, puis s'occuper des New Orleans Hornets. C'est pas moi qui ai joué, hein, c'était simulé tout ça. Bilan de 50 victoires, franchement c'est pas mal en 55 matchs. Et les Clippers qui commencent à prendre un tout petit peu le dessus sur le Thunder pour la deuxième place, ça va être serré. Spurs sont quand même dans le coup. Vous voyez que les Warriors continuent un peu à galérer dans cette saison. C'est étrange. Et tout ça pour dire quoi ? Que au fond de la classe, Lakers s'effondrent parce que Kobe et Pau sont blessés, mais surtout les Mavs voilà, ont raté complètement leur saison. C'est du véritable tanking. Regardez donc ce que je vous disais juste avant. Pour le All-Star Game, James Harden va être starter. Et on va aussi, je peux vous donner aussi l'info que James Harden, à ce stade-là, est aussi parmi les prétendants au MVP. Donc, on va surveiller ça de près parce que, quand même, dans une carrière, être MVP, c'est pas ridicule, même si on préfère les distinctions collectives que les distinctions individuelles. Voilà, on est après le All-Star Game, donc, et il y a un petit enchaînement de 25 matchs environ qu'on va essayer de passer relativement rapidement pour aller vers les playoffs. Et j'ai quand même croisé la route de ces Cavaliers qui sont assez sympas autour de Nick Young et avec un secteur intérieur constitué de Gigi Hickson ainsi que Vareao. Et ça, franchement, c'est un vrai danger. Honnêtement, dans la raquette, ils sont assez dangereux. Alors, nous, on arrive à s'en sortir, je dirais, parce que nos deux joueurs majeurs sont assez brillants. Hein. On sait que
que Harden et Leonard vont toujours répondre présent tant qu'ils sont en bonne santé. Et puis, bon, ce match sera donc géré relativement tranquillement, mais je le redis, le secteur intérieur des Cavs aura fait quelques dégâts et on aura souffert par moments. Ce que je remarque aussi, c'est que manette en main, là je suis dans une séquence où j'arrive à très peu d'adresses à 3 points. Je trouve que c'est assez mal payé par rapport aux positions qu'on se crée. Je prends quand même presque uniquement des shoots ouverts ou rendus ouverts par un système, enfin vous m'avez compris, hein. Donc ça paraît assez faible de tourner autour de 30% actuellement. Après, quand on est en simcast, il n'y a aucun souci, hein. Les pourcentages sont très corrects et correspondent aux qualités des joueurs, je dirais. Mais tout de même, ouais, avec la manette, c'est spécial. On rencontre les Boston Celtics. Et là, par contre, il y a vraiment victoire obligatoire, hein, sur ce genre de match-là, puisque on possède leur premier choix. Donc, il y a vraiment intérêt à les battre pour que leur bilan soit le moins bon possible. Ça va, c'est le cas. Et puis après, voilà, petit enchaînement. Spurs, Nuggets, Lakers et le 2 mars, les Chicago Bulls. Alors c'est vrai que c'est une semaine faste pour nous, là, à cheval sur février-mars, parce qu'on prend 3 victoires. Bilan est de plus en plus séduisant, hein, puisqu'on est toujours en dessous des 10 défaites. La semaine suivante est assez intrigante, puisque victoire sur les Warriors, bon, les Suns sont vraiment en train de se construire, c'est pas facile, et défaite face aux Mavs, ça il fallait quand même le faire, mais bon, ça fait partie du truc. Pareil, une petite défaite face aux Timberwolves de Kevin Love la semaine qui suit. Au passage, quand on regarde le classement, on s'aperçoit que les Warriors ne sont pas aussi hauts que la saison précédente. Je suis allé regarder, en fait, Steph Curry et Draymond Green se sont blessés. Et normalement, pour eux, la saison est quasi terminée. Donc, 2 blessures assez lourdes pour les Warriors, avec lesquelles il faudra probablement ne pas compter cette saison, même s'ils se qualifient en play-off parce qu'ils avaient bien démarré l'année, mais ça n'ira pas très très loin tout ça. On repère contre les Mavs, c'est quand même assez prodigieux. On a subi un gris-gris, de la magie noire, mais il faut quand même arriver à perdre là-dessus. Mais bon, ok, la pire équipe de la ligue. Et puis par contre, on gagne contre les autres, c'est très étrange. Donc je crois qu'il ne faut pas se poser trop de questions vis-à-vis des simcasts, hein. Les Lakers, ils vont avoir un mauvais bilan cette saison parce que Kobe Bryant aura été très très longtemps blessé et Pau Gasol également. Donc évidemment, si on retire leurs 2 meilleurs joueurs, c'est vraiment très délicat. Et pour boucler la saison, 82e match, ce sera contre le Thunder. Donc voilà, regardez, tiens, petit simcast pour regarder ce que ça donne. Thunder qui quand même a un peu plus de 20 défaites, hein. C'est pas une super saison pour eux. Westbrook a été un petit peu blessé, mais ça n'explique pas tout, parce que il a été quand même là la majeure partie du temps, je crois 72 matchs joués sur 82 possibles. Voilà l'heure des bilans. Derrick Rose est donc MVP pour la 2e année consécutive, avec une moyenne de 36 points, fallait quand même y arriver. Balèze, le rookie de l'année, très logiquement, c'est Anthony Davis. Donc là-dessus, il n'y avait pas vraiment de suspense, mais il a confirmé, il a fait une énorme saison. Le 6e homme de l'année, c'est Jonas Valanciunas, avec honnêtement sublime contribution du côté des Knicks et un bon bilan. Serge Ibaka va être élu défenseur de l'année, c'est ultra mérité. Je suis un grand fan moi de Ibaka, soit dit en passant, donc ça me fait plaisir. James Harden, joueur ayant le plus progressé, oui, très logique. Les moyennes et les pourcentages ont augmenté dans une équipe qui a un très bon bilan, donc il n'y a rien de plus logique que de couronner James Harden. Et regardez, la first NBA team, c'est Derrick Rose, Harden, ainsi que LeBron, Blake Griffin et Tim Duncan. Voilà.
Profitez, hein, parce que c'est peut-être la dernière saison que Tim Duncan termine en First NBA Team. Et bien oui, 36 ans. On arrivera bientôt au moment où il ne sera plus dans la ligue. En seconde team, il y a Dwight, il y a Melo, il y a KD, il y a Russ West quand même. Et le Steph, quoique blessé, a joué suffisamment de matchs pour quand même faire partie de la seconde All-NBA Team. Et puis en troisième, eh bien, on retrouvera Kyrie Irving, D-Wade. On est assez satisfait de retrouver ici Kawhi Leonard pour sa saison sophomore. Il est troisième All-NBA Team. Kevin Love mérite énormément sa place. Vous avez vu, la taille n'est pas la bonne. Il va falloir que j'aille modifier sa taille. Il fait pas 2m03, Kevin Love. Il fait 2m11 environ. Voilà, des petites récompenses par-ci par-là. Maintenant, on est au All Defensive Team. Ibaka, bien évidemment, défenseur de l'année. LeBron, Kawhi, Drew et CP3 sont là en première All Defensive Team. Et pour la deuxième, on retrouve John Wall comme l'an passé, Klay Thompson, Jimmy Butler qui reviendra quand même au moment des playoffs, en tout cas en cours de playoffs. Anthony Davis, il ne reviendra pas en playoffs parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Et Dédé Jordan, il est là aussi, solide. Et puis pour les rookie teams, la première c'est Drummond, Davis, Harrison Barnes, Bradley Beal et Damian Lillard. Donc elle a très très belle allure. Et puis pour la deuxième All-Rookie Team, c'est Dion Waiters, Middleton, Jay Crowder, Draymond Green et quelqu'un qui a fait une très bonne saison du côté des Celtics malgré la difficulté globale pour l'équipe, c'est John Henson. Donc je l'ai affronté, je peux vous dire que il était assez fort malgré son 74 seulement d'overall. Donc le tableau des playoffs, le voici. Houston va se retrouver au premier tour face aux Kings et c'est plutôt accessible, même si les Kings peuvent être dangereux, sinon ils ne seraient pas là. Ils ont un bilan à l'équilibre, ils sont à 41 les Kings, et puis au-delà de la 8e place, à partir de Minnesota 9e, ce sont des bilans négatifs, voire, comme on l'avait déjà pressenti il y a quelques minutes, Dallas, un bilan très négatif. Donc les Lakers, je vous disais qu'ils avaient été saison gâchée par les blessures trop importantes de Kobe et Pau. Ensuite, à l'Est, c'est les Bulls qui terminent premier, les Knicks deuxième, et puis Miami un petit peu seul à la 3e place. En revanche, derrière, c'est assez serré entre Atlanta, Cleveland et Indiana. Puis après, 7e déjà, Wizards. On est dans le bilan négatif. Il y a déjà une tendance qu'on connaît aujourd'hui encore en NBA à ce que l'Ouest soit quand même globalement plus fort que l'Est. Les Boston Celtics terminent avec 21 victoires. Ils sont le 2e pire bilan de la Ligue en cette saison 2012-2013. Voilà, donc c'est plutôt une bonne affaire. Je suis content de mon pari au moment du trade entre tours de draft. Je pense que c'était une bonne affaire que d'accepter le deal des Boston Celtics. Premier match de la série contre les Kings. On s'impose, pas non plus avec une énorme avance, mais on s'impose. À noter que Utah a bien démarré face à OKC qui ensuite a égalisé, mais la série peut-être sera plus serrée que ce qu'on aurait pu l'imaginer. Ensuite, deuxième match pour les Rockets face aux Kings. C'est encore une victoire, mais une victoire pas non plus très très large. Pas de blessés, ouf, ça va. On est sauvé. Moi, j'appréhende la blessure depuis ce qui s'était passé au playoff de l'année précédente. Je me dis qu'à tout moment, le rêve s'effondre, puisque nous sommes ultra tributaires de certains joueurs, dont par exemple Jrue Holiday. Ok, les Kings vont peut-être s'imposer dans ce match-là, quoique, il reste 2 minutes à jouer, et on est mené de 4 points, peut-être l'occasion de rentrer, et de regarder si on est capable de faire quelque chose. Bon non, finalement j'ai laissé faire, et puis on a gagné d'1 point. Ok,
Et bah ouais, j'avais quand même envie de vous proposer ces Kings, donc j'ai décidé de jouer le match 4 en espérant qu'on va réussir à conclure cette série. Euh, Ce serait bien de les sweeper, ça permettrait de reposer un peu tout le monde. J'ai quelques petites blessures ici et là, on le verra un tout petit peu plus tard, dans quelques minutes. J'ai quelques petites blessures chez certains joueurs qui n'empêchent pas que la rotation soit très très efficace, mais on n'a pas tout le monde à 100%. Ce qui est intéressant du côté des Kings, bah, c'est qu'on peut essayer de dérouler certains petits systèmes assez sympas. Celui-là permet, suite à un écran de Yao Ming, à James Harden avec la planche de marquer à mi-distance. On notera également que la défense de Yao sur Cousins, plutôt sa dissuasion, peut être quand même appréciable. Bien joué Yao. Puis après, voilà ici un petit floppy pour Kawhi Leonard à 2 points longs pour là encore être content d'exécuter quelque chose de propre. Et regardez là, hop là, la petite séquence Yao Ming qui contre DeMarcus Cousins. Derrière, conclusion assez facile pour Shane Battier, joliment servi par James Harden à la mi-temps. Il y a un écart. Vous allez voir que cet écart, au final, il n'est pas si net que ça parce que on va se faire reprendre. On va se faire reprendre en troisième quart et en début de quatrième, à l'image ici d'un joli pick and roll conclu par Cousins. Alors pour l'anecdote, ce qui est amusant, c'est qu'il y a aussi un autre Cousins dans cette équipe-là, mais c'est un régène. C'est un ailier. Et ici, regardez, Tariq Evans qui donne l'avantage aux Kings. Quand ils n'avaient jamais mené de ce match-là, à part suite au lancer franc. Donc il faut tout de suite remettre les pendules à l'heure. Hop là, mi-distance, James Harden, swish. Et on va essayer d'appuyer les choses, notamment par une bonne défense, même si ici, Marcus Cousins arrache le rebond, mais on le dissuade juste derrière. Et puis on va ici laisser un fist 5 hand se poursuivre. Non, on va plutôt appeler un système en sortie d'écran pour Joe Holiday, histoire de lui offrir une position ouverte. Voilà, ça rentre. Donc le match retourne à ce moment-là à notre avantage. Et à l'image aussi de ce petit move plutôt sympathique et inédit. Je ne l'ai jamais vu faire ça encore, Jordan Hill. Et là, il le fait. Tant mieux. Et on s'impose et on va passer donc dans cette série. Qualification pour les demi-finales de conférence. Voilà. Demi-finale de conférence indécise à ce moment-là, parce que qui de San Antonio ou Memphis va prendre l'avantage, c'est pas donné. Alors on va regarder ça tout de suite, faire simuler un petit peu le premier tour. Et c'est San Antonio qui passe. Donc on affrontera San Antonio pendant que par contre le Thunder s'est fait sortir. Sortir par Utah et Gordon Hayward et de ce fait la petite cohorte. Là il y a Paul Millsap également, il y a Asia Thomas, bref voilà. Il y a une belle petite équipe du côté de Utah. Alors, qu'est-ce que ça va donner ensuite face aux Clippers? Pour eux, ce ne sera pas forcément évident. Nous, on va simcaster quand même majoritairement, hein, parce qu'on connaît un peu la valeur de notre équipe. Et puis après, si on se fait battre, on se fait battre. Gros quatrième quart-temps ici pour arracher le match 1. Et puis si on gagne, tant mieux. Je gagne un peu de temps aussi, hein, par là même. Tim Duncan a été assez limité dans son impact sur ce premier match. Je change pas ma rotation à plusieurs pivots qui se succèdent au cours du match, hein. Ça me paraît être un assez bon plan. Deuxième match remporté également grâce à un gros quatrième quart-temps, décidément. Et on mène ici 2-0 dans la série au moment où on apprend la blessure pour tout le reste de la saison de Ish Smith. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça nous oblige à refaire un petit peu les choses. James Harden va donc jouer très très souvent meneur. En gros, quand Drew ne joue pas meneur, c'est James qui aura cette tâche. Et puis Ariza hérite de pas mal de minutes. Bon, on verra. Peut-être qu'il y aura un équilibre à trouver. Mais en tout cas, je fais confiance à Trevor Ariza
Et dommage, bien dommage pour Ish Smith, qui est quand même un drôle de bon petit joueur en sortie de banc. Il est très très précieux. Je le regrette déjà. Allez, on va se recentrer. On a une série à gagner contre San Antonio. Donc, le match 3. Allez hop, petit simcast qui prouve qu'en fait, c'est très serré. Peut-être ça vaudrait le coup de rentrer, en fait, sur un coup comme ça. On est mené de 1 point. Il reste 1 minute 37. Ensuite, il va falloir juste peut-être défendre. Il y a peut-être un match à chercher ici de manière assez facile. Ouais, c'était sans compter sur De Juan Blair qui nous met ici à 3 points. Derrière, Kawhi, il n'est pas bien défendu. À partir de là, ce sont 2 points faciles. Vous voyez que Pat traîne une petite blessure là, mais c'est pas très grave. Il est quand même capable de nuire à l'adversaire par ses qualités. Allez, balle à Drew Holiday. Il reste moins d'1 minute. Écran de Jordan Hill. Et Drew qui retrouve son pivot pour ici un dunk qui nous fait passer 1 point devant. Donc c'est marrant parce que si vous tentez du mi-distance construit, du shoot à 3 points, même ouvert, vous allez avoir toutes les peines du monde à ce que ça score et à pouvoir être vraiment efficace. Puis en revanche, si vous appliquez un jeu où défensivement vous êtes très très solide et où ensuite n'hésitez pas à prendre quelques écrans et finalement voilà vous allez vous assurer le gain de ce type de match là. Bon c'est les conditions on va dire de NBA 2K26 hein, c'est comme ça. Donc je m'adapte. Après je trouve que quand même le jeu en ère moderne a quelque chose d'un peu plus rapide et d'un peu plus fluide et peut-être un peu moins stéréotypé que les parties en ère alors moi ce que j'avais beaucoup expérimenté avec les Mavs l'an passé, je vous avais proposé une série, c'était l'ère Curry et là on est en ère LeBron, mais finalement on est pas très très loin de se rapprocher du début de l'ère Curry hein. Donc voilà, j'ai l'impression que par moment il y a un peu de jeu stéréotypé dans ces aires là. Je veux bien votre avis, ceux qui ont aussi comme ça du recul, qui ont essayé. Je mets un peu de Jared et Jeffries ici parce que Yao Ming s'est fait mal. De toute façon, il est un peu en sucre, hein, notre géant chinois. Ça fait souvent mal. En plus, je l'ai déjà dit 200 fois, mais quand il est sur le terrain, je suis pas forcément rassuré, quoi. Donc c'est pas forcément évident de gérer la fin de carrière là comme ça d'Yao Ming. Mais je me suis promis que je ne l'échangerai pas. Je vais donc attendre très sagement qu'il prenne sa retraite. Vous voyez, encore une petite blessure alors qu'il était revenu. Enfin bon, voilà, ça n'arrête pas. Allez, match peut-être pour la qualif. On va espérer en tout cas dans cette série passer. Ouais, ça va être chose faite. On va passer les Spurs sans avoir trop tremblé, avec encore de grosses performances de Kawhi Leonard et de James Harden. Et on retrouve finalement l'équipe qui représente peut-être la plus grosse menace en cette fin de saison 2013 là à l'ouest, les Clippers. Clippers, on va remporter le premier match de cette série avec un carton total de Kawhi. En face, ils n'ont pas vraiment eu la solution pour stopper Kawhi Leonard. On voit qu'en face, New York, à l'Est, a pris l'avantage dans sa série contre Chicago. Et puis, on continue un peu à réincorporer nos blessés ici et là. Quelques jours plus tard, c'est 2-0 à présent pour Houston face aux Clippers. Fin de match assez maîtrisée. Voilà, ici, Harden par exemple qui vient clore le suspense sur la ligne. C'était un simcast, j'étais rentré, mais voilà, l'essentiel était quasiment fait. Bon, les Clippers vont ensuite revenir à 2 victoires à 1. Peut-être
peut-être une série à suspense avec un énorme match de Blake Griffin et Toby Harris aussi, qui a été pas mal du tout. Ensuite, reblessure. En fait, ça, voilà, il revient, il repart. C'est un peu tout le temps comme ça, là, dans cette période pour Yao Ming. Et toujours est-il que, voilà, on va simcaster le match suivant. Constater qu'on a remporté ce match-là. On a encore eu une super performance individuelle face à Blake Griffin un peu seul au final statistiquement. Et 3-1 pour Houston à ce moment-là. On va continuer. Simcastons. Donc celui-là paraît promis aux Clippers. Ça va revenir, la série va revenir à 3-2 avec encore une énorme performance de Griffin. Ensuite, alors que New York s'est déjà qualifié pour les finales NBA, on se retrouve avec un match 6. Match 6, peut-être celui de la qualif. Ah, c'est mal barré. C'est mal enclenché. On le perd et ça revient à 3-3. Donc là, attention, une petite menace sur nous. Tiens, c'était un excellent CP3 qui a emmené là les Clippers jusqu'à un match 7. Ce match 7, je les joue en général, hein, et ça va pas faire exception ici. Néanmoins, il y aura eu assez peu de suspense. Donc je pense pas qu'il soit forcément nécessaire d'en montrer le détail. On s'est qualifié. Ça a été assez, je vais pas dire facile, ce serait faux, mais on va dire que défensivement, on les a étouffés. Voilà, on les a étouffés. Après, de notre côté, on a joué notre jeu habituel. Et au final, on a encaissé très très peu de points en première mi-temps, par exemple, ce qui fait que le sort du match était déjà joué. Tout le monde y est allé un petit peu de sa petite contribution, soit Patterson, Ming par-ci, Harden et Kawhi par-là, mais aussi voilà, Jordan Hill ou Lamar Odom. Bon, vous avez compris, c'était géré assez simplement. Donc on est en finale NBA. Alors, c'est amusant, c'est une finale qui oppose champion 2012, les Knicks, au champion 2011, les Rockets. Donc on se retrouve pour savoir qui va glaner un deuxième titre en 3 ans. Et puis la finale est un petit peu mal partie pour nous avec cette défaite lors du match 1. Donc nouveau réajustement de rotation, j'en ai marre de tout le temps devoir donner des minutes à Yao qui repart, qui revient, mais allez, on espère qu'il va arrêter de se blesser. Match 2, Simcast, aïe aïe aïe. Très très mal parti pour nous, on est mené 2-0. Alors, en face, ça a été très solide, Kyrie Irving notamment a fait très très fort, donc là la porte devient de plus en plus étroite pour aller vers ce titre qu'on espère. Heureusement, on prend le match 3. Donc on revient à 2-1. En face, toujours un énorme chantier de Kyrie qui est amusant parce que il sort de la draft vers les 76 ou 77, je me souviens, et puis il évolue tout de suite avec un joli plus 6 ou plus 7. Puis il va recommencer encore, ce qui fait qu'en fait, dès sa 3e année, ça devient un joueur mais inouï, presque à 90 en fait, 88 je crois, ou quelque chose comme ça. Donc très très rapide évolution pour Kyrie Irving. Nous sommes revenus à 2-2 ici, et regardez, on va simcast le 5e match, celui-là on va le remporter. On a pris assez nettement l'ascendant ici. Donc on mène 3 victoires à 2 avec encore une fois très gros match de Kawhi et de James Harden. Et puis quand même un match 6, ça se joue pas forcément, mais on peut quand même espérer rentrer en cours de match, en fin de match même, pour essayer d'aller peut-être solidifier ce qui semble être, ça va être le cas.
Ça va être le titre qu'on va obtenir ici au Madison Square Garden, dans la salle des Knicks, avec petite sortie de camp ici, hop là, pour illustrer un pressing tout terrain qui est pas forcément bien joué de la part des Knicks. Le petit shoot à mi-distance de Odom pour sanctionner les dernières secondes. Voilà, on l'a compris. Ce sera donc un deuxième titre en 3 ans pour les Houston Rockets. Il était moins palpitant que le premier. Forcément, parce que le premier était totalement inattendu et là, c'est différent parce qu'on sort d'une saison où on a été assez dominant et où en plus les joueurs ont vraiment progressé. En plus, comme j'ai très peu changé l'effectif, l'entente équipe est quand même assez élevée. Et j'aime pas faire trop de transferts, je pense que vous l'avez remarqué. On a une belle entente équipe, on a des mecs qui progressent. Au final, l'équipe en fait est bien meilleure que 2 ans plus tôt. Donc, sauf blessure majeure, on peut arriver à enchaîner ce genre de perf. Ou alors il faut qu'il y ait quelques adversaires qui se renforcent et quelques équipes qui émergent pour venir nous mettre en danger. Les Clippers peuvent éventuellement le faire. Le Thunder a un peu plafonné sur cette saison, malheureusement. New York a quand même toujours la possibilité de nous battre. Là, ils avaient un petit souci d'entente équipe, notamment lié au mauvais moral de Kevin Garnett. C'est un petit peu regrettable. Donc on va, pour se quitter, faire un point sur la situation salariale. Regardez, à part l'option à activer sur le contrat rookie 3e année de Kawhi Leonard, ainsi que d'éventuelles options concernant Ivy ou le vétéran Marquis Daniels, on n'a pas grand chose à effectuer, je dirais, au cours de l'été, même s'il y aura peut-être un choix intéressant. Il faudra voir la loterie. Donc voilà, je vous laisse là et je vous dis à plus pour un épisode 6 qui commencera à l'été 2013. Voilà, à plus, bye bye.